On a tendance à penser que les grands monuments, ils sont éternels. Mais qu'est-ce qui se passerait si un château entier, né de la vision d'une seule femme, pouvait juste disparaître, comme ça, sans laisser de traces? C'est l'histoire incroyable, mais oubliée qu'on explore aujourd'hui, celle de l'orphelinat Château de Biding, une véritable forteresse de charité au cœur d'un drame humain. Voilà, c'est ça, le mystère central. Imaginez un peu, un édifice si grand qu'il domine toute la campagne, un refuge pour des centaines de personnes qui est du jour au lendemain rayé de la carte. Comment est-ce seulement possible? C'est la question qui va nous guider. Pour qu'on se rende bien compte de ce qui a été perdu, il faut d'abord saisir l'échelle du projet. Ces chiffres, ce ne sont pas juste des mesures, non, ils représentent l'ambition complètement folle d'un véritable château, construit non pas pour un roi, mais pour des orphelins, en pleine campagne française, à Biding. Alors, comment est-ce qu'un projet aussi démesuré a-t-il pu voir le jour? Allez, on plonge dans l'histoire de ce château de charité. Au cœur de tout ça, il y a une institution, l'orphelinat de Biding. Et pour comprendre l'institution, il faut d'abord rencontrer sa fondatrice. Et la voilà, la femme derrière le château, Catherine Fil-Young. Son œuvre, elle commence modestement, en 1878. Mais sa foi et sa détermination, elles sont immenses. C'est elle qui va porter ce projet grandiose, un rêve qui va lui attirer autant de soutiens passionnés que d'ennemis acharnés. Mais bâtir un rêve comme celui-là, ça ne se fait pas tranquillement. L'opposition est immédiate et elle est violente. Dès 1882, les autorités religieuses du coin montrent les dents. Ça monte, jusqu'à son emprisonnement en 1890. Et même si elle est acquittée 1 an plus tard, le verdict est un coup terrible. Elle est jugée irresponsable. Un moyen assez cynique en fait de l'écarter de sa propre création. Et c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Pendant que toutes les forces locales s'acharnent sur elle, un soutien complètement inattendu arrive de très très loin. Les papes eux-mêmes, Léon XIII et Pie X, lui donnent leur appui. Des dons affluent de toute l'Europe, de la part de nobles et même de bienfaiteurs de la communauté juive. Imaginez ce paradoxe, une femme combattue chez elle, mais soutenue par les plus hautes instances du monde. Et malgré cette lutte féroce, Catherine Fil-Young réussit l'impensable, son projet sort de terre. Et attention, ce n'est pas un simple bâtiment, c'est un complexe monumental, une véritable forteresse de la charité. La construction elle-même est une prouesse, il faut s'imaginer. En seulement 2 ans, 180 ouvriers érigent ce géant de pierre. Le tout supervisé par un architecte de renom, Max Meckel, un spécialiste du néo-gothique. Et le plus fou dans tout ça, ça ne se passe pas dans une grande ville, mais littéralement au milieu de nulle part. Et à l'intérieur, ce n'était pas juste un dortoir, c'était un véritable monde en miniature. Il y avait une chapelle pour la prière, des réfectoires, une cuisine et même un hôpital complet avec une salle d'opération. Tout était pensé pour que le lieu soit un refuge totalement autonome, capable d'accueillir jusqu'à 200 orphelines. Mais il y a un détail en particulier qui révèle vraiment l'esprit du lieu. Pour les sœurs qui vivaient là, le dévouement était total, absolu, à tel point que leur lit, c'était les cercueils dans lesquels elles seraient un jour inhumées. Un engagement, littéralement, jusqu'à la mort. Ce dévouement total n'était d'ailleurs pas réservé qu'aux sœurs. Alors qui d'autre vivait entre les murs de Biding? Parce que l'architecture c'est une chose, mais l'écosystème humain qui l'habitait était tout aussi fascinant. La population de ce château était incroyablement diverse. Au-delà des orphelines et des sœurs, c'était un refuge pour tous les laissés pour compte. Des personnes âgées sans ressources, des handicapés, des malades. L'établissement accueillait même des visiteurs payants pour aider à financer sa mission. Une sorte de carrefour de l'humanité. Mais comment nourrir et soigner tout ce monde? L'orphelinat fonctionnait comme un écosystème presque autosuffisant. Des hectares de terres agricoles, une ferme, un personnel qualifié, tout ça assurait les besoins de base. Et pour le reste, l'institution faisait preuve d'une sacrée ingéniosité, en monnayant par exemple l'hébergement de vacanciers ou de militaires en manœuvre. Et ce chiffre, 374, il révèle une autre facette de sa mission. C'est le nombre de patients qui ont été soignés là-bas en une seule année. L'œuvre de Catherine Fil-Young était bien plus qu'un simple orphelinat, c'était un hôpital vital pour les plus démunis de toute la région. On arrive maintenant à la fin de cette histoire. Une fin qui est marquée par la guerre, un dernier acte de service, et puis une disparition presque totale de la mémoire collective. C'est le dernier chapitre. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Et là, le destin du château bascule complètement. Il est réquisitionné pour devenir un Kriegslazaret, un hôpital militaire pour les soldats atteints de tuberculose. Les orphelines sont évacuées et l'œuvre de Catherine Fil-Young entame son dernier acte, cette fois au service des soldats. Catherine Fil-Young, elle, s'éteint en 1915, en pleine guerre.
Et le plus bel hommage qu'elle recevra ne viendra pas des autorités qui l'ont tant combattue, mais des hommes qu'elle a soignés jusqu'à son dernier souffle. Sur sa tombe, les soldats gravent ces mots. Une pensée profonde et éternelle dédiée à notre chère mère. C'est simple et c'est incroyablement puissant. La fin de l'histoire est une tragédie silencieuse. Le château survit à la Première Guerre, mais pas à la Seconde. En 1940, il est gravement endommagé par un bombardement, et ce géant de pierre et de foie ne sera jamais reconstruit. Il sera tout simplement démoli et il disparaîtra à jamais du paysage, comme s'il n'avait jamais existé. L'histoire de l'orphelinat de Biding, c'est donc celle d'une vision monumentale qui a fini par être effacée de nos mémoires. Et ça nous laisse avec une question, pas vrai ? Combien d'autres histoires comme celle-ci, combien d'autres rêves devenus pierre puis poussière attendent simplement que quelqu'un vienne les raconter ? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez singulière, celle d'un lieu, l'orphelinat de Biding en Lorraine, et puis surtout de sa fondatrice, Catherine Fil-Young. On s'appuie pour ça sur un document vraiment intéressant qui relate une conférence de Laurent Fil-Young. Alors imaginez un peu le tableau. Fin 19e siècle, en pleine campagne lorraine. Et là, pas une petite maison, non, un bâtiment immense, on dirait presque un château, et tout ça pour des jeunes filles orphelines. Une aventure humaine assez folle, portée par une femme déterminée, mais qui a rencontré des difficultés assez étonnantes. Bon, on regarde ça de plus près. Alors, tout commence vraiment, concrètement, en 1878. Catherine Fil-Young, qui est du coin, de Biding même, elle lance un premier orphelinat, grâce à des dons. Mais très vite, elle voit plus grand, beaucoup plus grand. Et dès 1884, voilà, elle se lance dans ce projet monumental. Un bâtiment neuf pour accueillir gratuitement les jeunes filles sans parents. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est que dès le départ, ce projet rencontre une hostilité. Mais une hostilité très marquée. Dès 1882, en fait. Les curés du coin, l'abbé Mayer surtout, et puis les évêques de Metz qui se succèdent, ils s'y opposent, mais farouchement. Ah oui, et on sait pourquoi. Justement, c'est ça qui est étrange. Les raisons restent floues, pas très claires. D'autant plus que, apparemment, aucune autorité de l'Église n'est jamais allée sur place. Jamais. Personne n'y allait voir. Non, pour constater le travail fait. Rien. Même les papes, Léon XIII, Pie X, Catherine va les voir à Rome, ils montrent de l'intérêt, mais bon, ils n'interviennent vraiment pas pour l'aider face à l'opposition locale. On imagine la situation, la frustration, l'incompréhension pour elle. Et ça ne s'est pas calmé avec le temps, j'imagine. Ah non, pas du tout. Ça a même empiré. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, et Catherine Fil-Young, elle finit même en prison. En prison, carrément. Oui, le 3 avril 1890. Bon, elle est acquittée en 1991, heureusement, mais le jugement la déclare irresponsable. Irresponsable. Pourquoi ? À cause de ces extases, c'est le terme utilisé, des moments de ferveur religieuse très intenses qui ont peut-être été interprétés comme un manque de stabilité, quoi. D'accord. Et ça a eu des conséquences ? Oui, une conséquence directe, on l'écarte de la gestion de son propre orphelinat. C'est terrible quand on y pense. Mais c'est là qu'arrive une figure un peu providentielle, le professeur Ernst Fischer. Ah. Lui, il va créer sur place un centre de soins pour les pauvres des alentours. Et surtout, il va prendre la direction de l'institution. D'accord, il prend le relais. Voilà, de 1894 à 1899. Ça a dû apporter un peu de stabilité et peut-être une certaine légitimité face aux critiques. Et malgré tout ça, le bâtiment, lui, il a été construit, ce fameux bâtiment immense. Racontez-nous un peu cette construction. Elle s'est terminée quand, déjà ? À l'hiver 1886. Et oui, c'est une réalisation spectaculaire, surtout là à Biding, en pleine campagne. Le chantier a quand même mobilisé 180 ouvriers. 180 ouvriers ? C'est énorme pour l'époque, hein ? Oui, c'est considérable. Et l'architecte, ce n'est pas n'importe qui, c'est Max Meckel, un architecte allemand assez réputé. Et les dimensions, ça donne une idée de l'ambition. 37 mètres de long, 27 de large et 27 de haut. Ah oui, c'est pas la petite maison paroissiale, là. Non, on est loin de ça. Le document parle d'un orphelinat-château. C'est vraiment l'image, une sorte de forteresse de la charité. Impressionnant. Et l'intérieur, c'était comment ? C'était juste grand ou c'était bien pensé aussi ? Très bien pensé et très organisé. Au sous-sol, qui était en fait de plain-pied, vu le terrain, il y avait tous les services importants.
des réfectoires séparés, un pour les sœurs, un pour les orphelines, et même un pour le personnel masculin. Ça montre une certaine hiérarchie dans l'organisation. D'accord. On trouvait aussi la grande cuisine, évidemment, les salles de bain, le chauffage central, mais il y avait plus. Ah ouais? Une chapelle richement décorée apparemment, des parloirs qui ont ensuite servi de salle de classe, et chose assez incroyable pour l'époque et le lieu, un vrai cabinet médical. Un cabinet médical? Oui, avec salle d'attente et même une salle d'opération. On voit bien que ce n'était pas juste un lieu pour loger des enfants, c'était beaucoup plus que ça. Une salle d'opération, c'est fou, hein? Et aux étages? Alors au premier, c'était les chambres des sœurs, leurs cellules comme on disait. Assez petites d'ailleurs. Et il y a ce détail que rapporte le document, un détail saisissant vraiment, presque glaçant, Qu'est-ce que c'est? leur lit. C'était en fait les cercueils prévus pour leur propre enterrement. Pardon. Attendez. Les sœurs dormaient dans leur futur cercueil. C'est ce qui est écrit, oui. Mais c'est difficile à concevoir aujourd'hui. Ça en dit long sur leur engagement, peut-être? Ou une vision de la vie, de la mort? Oui, c'est un détail qui interpelle fortement. Ça témoigne d'un dévouement total, ou peut-être d'une forme d'ascèse, d'austérité très poussée. Ensuite, au deuxième étage, là, c'était pour les orphelines. De grands dortoirs, immenses, prévus pour accueillir 200 enfants. 200? Oui, avec des plafonds très hauts, 4,50, ça devait donner une impression d'espace, et puis des lavabos pour l'hygiène, et enfin, les combles, c'était plus classique, pour l'entretien du linge, la buanderie, tout ça. Quand on assemble tout ça, la taille, l'organisation, le cabinet médical, cette histoire de lit, on n'est plus du tout dans l'image classique de l'orphelinat, là. Non, pas du tout. Si on prend un peu de recul, on voit vraiment une volonté d'être autonome. Une structure hyper complexe. L'institution possédait des terres, 17 hectares cultivés, 20 hectares de près. Ça permettait de produire une partie de la nourriture. Une ferme, en quelque sorte. Exactement. D'ailleurs, ils avaient acheté la ferme du Leyweiler Hof juste à côté, dès 1880, pour soutenir l'ensemble. Donc c'était un vrai petit monde en soi. À la fois un couvent pour les sœurs, un centre de soins, une école, un lieu de vie pour les enfants et un lieu de travail. Une sorte de communauté autosuffisante. C'est ça, une vraie petite entreprise sociale et agricole, on pourrait dire, assez en avance sur son temps finalement. Et qui s'occupait de faire tourner toute cette machine au quotidien. Alors, le cœur de l'institution, c'était une petite communauté de sœurs laïques. Elles étaient 7 jusqu'en 1898 environ. Elles avaient un habit simple, robe noire, tablier bleu, un bonnet. C'était elles qui s'occupaient des enfants, des tâches ménagères. Fait intéressant d'ailleurs, elles ont dû abandonner cet habit en 1903, probablement à cause des pressions extérieures liées au conflit avec l'Église. D'accord. Et les enfants accueillis, il y avait des critères. Oui, il fallait être orpheline d'au moins un parent, et surtout sans ressources. L'accueil était gratuit pour les plus démunis. Et apparemment, malgré les difficultés externes, à l'intérieur, ça tournait bien. Les rapports du docteur Fischer, qu'il envoyait à l'administrateur local. Oui. Ces rapports soulignent une excellente alimentation et peu de maladies graves chez les enfants. C'est un signe que l'intendant suivait. C'est important, oui. Et il n'y avait que les sœurs et les orphelines? Non, le personnel était plus large et assez varié, ce qui est intéressant aussi. Il y avait un instituteur laïque. Ah, pas un religieux. Non, laïque. Et, chose notable, il était très bien payé pour l'époque. 600 marks par mois. Il donnait 30 heures de cours par semaine sur 3 niveaux différents. L'accent était mis sur l'instruction, bien sûr, mais aussi sur le savoir-vivre, la tenue d'un foyer. C'était essentiel pour l'avenir de ces jeunes filles. Logique. Et puis, il y avait aussi 4 valets de ferme qui étaient aidés par les orphelines plus âgées pour les gros travaux. Un jardinier, un cordonnier. Tout un petit village, en fait. C'est un peu ça, oui. Et tout ce monde était logé, nourri, blanchi, soigné sur place. Ça créait une communauté très intégrée. Une vraie structure quasi autonome. Et cette communauté, elle accueillait uniquement le personnel et les orphelines, ou ça allait plus loin? Il me semble que c'est là que ça devient encore plus particulier. Oui, et c'est un point qui en dit long sur l'esprit du lieu, je trouve. L'orphelinat n'hébergeait pas que des orphelines. Il y avait aussi des personnes âgées sans ressources. On trouve la trace d'un homme sourd de 29 ans, d'un garçon de Metz en 1894, d'un homme d'une cinquantaine d'années. Et un fait assez remarquable, surtout si on pense au contexte de l'époque et à l'opposition de l'Église, un homme de confession
confession juive, qui souffrait de malformations et d'une déficience mentale, avait trouvé refuge là-bas. Bah oui, ça c'est frappant. Donc Biding, ce n'était pas juste un orphelinat pour jeunes filles. Le fait d'accueillir des personnes âgées, handicapées et même quelqu'un d'une autre confession, ça montre une vision de la charité beaucoup plus large, plus inclusive que ce qu'on imaginerait, non? Surtout face à cette opposition cléricale. Exactement. Ça témoigne d'une ouverture d'esprit assez exceptionnelle pour l'époque. Vraiment. Et il faut ajouter la dimension médicale. L'infirmerie, le cabinet médical dont on parlait, ça tournait à plein régime. Certains malades étaient hospitalisés sur place, d'autres venaient juste pour des soins. Le document source parle de 374 patients traités au total, hein. 374, c'est énorme! L'établissement avait donc un vrai rôle sanitaire pour toute la région. Tout à fait. C'était un point de soin important pour les gens des alentours. Mais alors, la question qui tue, comment ils finançaient tout ça? Surtout si l'accueil des orphelines était gratuit. Bah oui, c'était le nerf de la guerre, évidemment. Alors, pour avoir des revenus, l'institution avait une autre activité. Elle accueillait des hôtes payants. Des hôtes payants. Catherine Fillionc, même si elle n'était plus officiellement aux commandes, elle continuait de se battre. Elle voyageait tout le temps, surtout en Autriche, en Suisse, parce que l'Église lui avait interdit de collecter des fonds en Lorraine. Incroyable. Oui, elle allait chercher de l'argent là où elle pouvait. Et ses soutiens étaient divers. Il y avait la noblesse légitimiste, les partisans de l'ancienne monarchie française, et autre point notable, des donateurs de confession juive aussi. Elle a continué cette quête sans relâche jusqu'à sa mort. Elle est morte quand déjà? Le 4 août 1915. 1915. Donc en pleine Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe pour l'orphelinat à ce moment-là? Alors là, la guerre, c'est un tournant radical. Dès 1914, l'immense bâtiment est réquisitionné par l'armée allemande. Il est transformé en Kriegslazarett, un hôpital militaire, spécialisé d'ailleurs pour les soldats qui avaient la tuberculose. D'accord. Et les orphelines, les sœurs? À ce moment-là, c'est l'État qui les prend en charge. Elles ont sûrement été déplacées ailleurs. Mais il y a un témoignage assez émouvant de cette période. C'est la reconnaissance des soldats allemands qui ont été soignés là, à Biding. Ah oui. Oui, envers Catherine Fillon, qui est morte peu après leur arrivée, en 1915. Pour ses obsèques, ces soldats ont offert une plaque commémorative, avec une inscription en allemand et en français. Une pensée profonde et éternelle dédiée à notre chère mère. Les soldats reconnaissants. Année de guerre, 1914-15. C'est beau comme hommage. Notre chère mère. Ça montre l'impact qu'elle a eu, même indirectement. Oui, c'est un hommage très fort, je trouve, venant de soldats ennemis en plus, dans ce contexte. Un hommage posthume, touchant, oui. Mais le bâtiment lui-même, cette forteresse, son destin a été moins heureux, malheureusement. Oui, très malheureusement, toute cette aventure architecturale et humaine, elle s'arrête brutalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment est bombardé en 1940 et très sévèrement endommagé. Il ne sera jamais reconstruit. Quelle fin, pour un lieu si chargé d'histoire et d'ambition. Oui, une fin abrupte et tragique. Si on revient juste un instant sur l'architecte, Max Meckel, ce n'était pas un inconnu, vous disiez. Non, pas du tout. Choisir un architecte de cette trempe pour un orphelinat perdu dans la campagne, c'est quand même un choix fort, non? Tout à fait. Max Meckel, né en 1847, mort en 1910, c'était une pointure de l'architecture allemande de l'époque. Il avait une formation de maçon, de tailleur de pierre, il avait bossé sur des chantiers prestigieux, les cathédrales de Cologne, de Francfort. Il est surtout connu pour avoir rénové la façade du fameux hôtel de ville de Francfort, le Romer, et il a conçu plus de 50 églises. 50 églises. Oui, surtout dans un style néo-gothique très affirmé. Il a été architecte diocésain à Limbourg, à Fribourg. Bref, un spécialiste du monumental et du religieux. Donc le choix de Catherine Fillon n'était pas anodin. Non, absolument pas. En faisant appel à Meckel, connu pour ses églises imposantes, ses bâtiments officiels, elle affichait clairement son ambition. Elle ne voulait pas juste un toit pour les orphelines. C'est ça l'idée qui ressort. Elle voulait cet orphelinat château. C'était peut-être une façon d'affirmer la solidité, l'importance, la pérennité de son œuvre. Surtout face à l'hostilité qu'elle rencontrait. Exactement. Une sorte de défi architectural peut-être. Une déclaration de foi en sa mission, mais gravée dans la pierre, très solide, très visible. Ce qui nous ramène au paradoxe central de toute cette histoire. Un paradoxe que le document qu'on explore met vraiment en avant. Oui, tout à fait. Le document insiste beaucoup là-dessus, sur cette contradiction qui est quand même flagrante. D'un côté, on a une œuvre de charité immense, remarquablement organisée, on a vu, ouverte à plein de gens différents, en difficulté, bref, un projet social, humanitaire, vraiment impressionnant.
Et de l'autre côté, une hostilité acharnée, qui dure et qui vient des autorités religieuses locales, diocésaines. Une hostilité qui, d'après le document, n'a jamais été clairement justifiée. Et surtout, basé sur rien de concret puisqu'ils ne sont jamais allés voir. C'est ça le point clé, une opposition a priori sans vérification. Le document source est d'ailleurs très critique sur ce point. Il parle ouvertement d'un manque de charité de la part de ces ecclésiastiques. Et il va même jusqu'à suggérer qu'en propageant ou en laissant courir des rumeurs sans vérifier, ils ont en quelque sorte enfreint le commandement contre le faux témoignage. C'est une lecture assez forte. Oui, c'est une perspective forte qui est rapportée dans le document qu'on analyse. Il faut le souligner. Ce n'est pas notre jugement, mais ce que dit la source. Bien sûr. Alors, si on essaye de résumer tout ça, l'histoire de l'orphelinat de Biding, c'est avant tout celle d'une vision. Une vision hors norme, celle de Catherine Fillung. C'est l'histoire d'une institution qui était bien plus qu'un orphelinat, une communauté complexe avec plein de facettes. Un lieu de vie, de travail, de soins. Tout ça dans un bâtiment spectaculaire pour l'endroit et l'époque. Et c'est aussi l'histoire d'une œuvre qui a tenu bon pendant des dizaines d'années, malgré tout. Malgré l'opposition, malgré les épreuves personnelles de sa fondatrice. C'est exactement ça. Et même si le bâtiment n'existe plus aujourd'hui, détruit par la guerre, cette histoire, elle laisse une question en suspens, je trouve. Au-delà des murs disparus, qu'est-ce qu'il reste de l'esprit de Bidinger ? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette capacité à construire envers et contre tout, contre les institutions parfois, à construire une communauté aussi diverse, aussi intégrée et en grande partie autonome, ou de cette résilience incroyable face à l'adversité? C'est une bonne question. Oui, c'est une réflexion qui nous dépasse un peu le simple cadre historique de Bidinger. Ça nous renvoie peut-être aux défis qu'on rencontre encore aujourd'hui dans l'action sociale, l'action humanitaire, et aux forces, aux motivations profondes de ceux et celles qui s'y engagent. Une histoire qui continue de nous parler en quelque sorte.